Mesdames, Messieurs, bonjour, rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin. Alors nous allons démarrer cette session de l'après-midi. Je vais faire juste un préalable, un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Nous avons un outil qui sert à poser des questions depuis votre smartphone. Très simple, hein, il faut juste accéder à un site qui s'appelle Slido, sli.do. Et ensuite, il y a un hashtag qui est très simple, mais je voulais dire pour être sûr de ne pas me tromper. C'est M4B comme Mobility for Business 18, donc M4B. Et là, vous êtes dans Mobility, donc vous pouvez poser vos questions, c'est tout à fait anonyme, donc vous n'avez pas besoin de créer un compte ni quoi que ce soit. Bien évidemment, vous pourrez poser des questions à la fin avec un micro de manière traditionnelle, mais si vous avez des questions qui vous viennent en cours de route et que vous voulez formuler à ce moment-là, on la prendra à la fin, et moi je la reçois sur mon interface d'administrateur, donc j'aurai toutes vos questions ici. Bien, merci donc d'être fidèle au rendez-vous et d'assister à cette conférence. Notre sujet, c'est le bureau mobile, les nouveaux outils et services pour travailler partout en mobilité. On sait de plus en plus que le travail n'est pas un lieu, notamment dans le secteur tertiaire. C'est de plus en plus le mélange d'une compétence ou de plusieurs compétences et d'un temps de cerveau disponible, comme on dit, pour mettre en œuvre ces compétences afin d'accomplir des tâches et des missions au service de l'entreprise ou pour son propre compte. Ce temps de disponibilité, c'est aussi un temps pour interagir avec son environnement professionnel qui est composé de clients, de collègues, de partenaires, de fournisseurs en entreprise. Une fois que l'on a accepté et intégré cette définition, qui est plutôt un constat, parce que c'est plus une vue de l'esprit, c'est quelque chose qu'on peut constater tous les jours, de plus en plus, et dans tous les secteurs d'activité. Donc une fois qu'on a fait ce constat, la question se pose de comment faire concrètement et avec quels outils. Aujourd'hui, les terminaux, les services et les applications dont on dispose pour travailler en mobilité donnent un sens nouveau à l'idée de travailler partout. De travailler partout tout en étant efficace et aussi, ça fait partie de l'équation, trouver un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Mais comment faire concrètement pour produire des contenus, pour échanger, pour partager des données, pour communiquer avec ses semblables, pour sécuriser ces données? Cette nouvelle approche de ce qu'on appelait il y a 20 ans déjà le bureau mobile et qu'on désigne aujourd'hui par le terme de Digital Workspace, c'est ce que nous allons essayer de voir en compagnie de Jean-Luc Valégeau, qui est directeur marketing Digital Workspace chez Orange Business Services. Bonjour Jean-Luc. De Fabrice Jarry, qui est CEO et fondateur de Nomalis. Il va nous expliquer tout à l'heure comment il intervient également dans cette chaîne de valeur. Et Laurent Alaguero, qui est président fondateur d'Oxens, qui va nous expliquer aussi comment il s'insère dans ce sujet-là. Alors, nous avions initialement un quatrième orateur qui malheureusement est souffrant, qui ne sera pas avec nous aujourd'hui, Olivier Tranquier de SCC, et qui vous prie de bien vouloir l'excuser, mais c'est tout à fait indépendant de sa volonté. Et il ne peut pas être sur un salon, donc c'est rien de grave, mais voilà. En tout cas, il ne sera pas avec nous aujourd'hui. Alors, je vais changer de place et vous rejoindre de plus près. Je ne veux pas rester au pupitre, c'est mieux que nous soyons tous à proximité. Et je vais démarrer peut-être avec une première question avec vous, Jean-Luc Valégeau. L'approche qui consiste à penser l'organisation du travail autrement. Est-ce un impératif qui nous est dicté par l'arrivée sur le marché du travail de la génération Y et des suivantes? Est-ce que c'est quelque chose qui s'impose aux entreprises? Ou est-ce qu'on est sur un marché de l'offre? Est-ce qu'on travaille comme ça parce qu'on porte des outils, on porte une proposition, ou c'est la pression du monde du travail tel qu'il est aujourd'hui? Bonjour à tous. Non, c'est pas dicté par la génération Y et la génération Z aussi qui est en train d'arriver sur le marché du travail. Pas que, je dirais, pas que. Faut savoir que d'ores et déjà, dans les entreprises aujourd'hui, on constate un taux de mobilité importante. Le dernier barème Novascope qui est paru en
en avril 2018, indiquait qu'on a 3/4 des salariés aujourd'hui qui sont considérés comme nomades dans les moyennes et les grandes entreprises, et c'est 1 sur 2 dans les PME. Donc on a déjà enclenché depuis longtemps une dynamique de mobilité. Et puis le smartphone ou la tablette devient vraiment une plateforme sur laquelle on peut avoir tout un tas d'applications qui permettent de rendre son bureau complètement mobile et donc de faire son travail de n'importe où. Donc ça, c'est un premier facteur qui a déjà commencé depuis pas mal de temps à impacter l'organisation du travail. Le deuxième facteur, c'est un facteur plutôt sociétal. Les mentalités évoluent. La parité homme-femme fait que y a un meilleur équilibre à la maison, mais il y a aussi un meilleur équilibre au travail. Donc ça fait aussi bouger les lignes sur l'organisation du travail. Et puis, on est davantage attentif aussi à l'équilibre entre les sphères pro et les sphères perso. Et ça, c'est sûr que ça influence aussi la façon de travailler et surtout le lieu dans lequel on travaille. Ça peut être de chez soi, ça peut être d'un espace de coworking. Et ça va même aussi jusqu'à influencer les entreprises dans leur manière de penser l'espace de travail sur le lieu du bureau. Puisque quand vous avez 30 à 40% des bureaux qui sont inoccupés, au bout d'un moment, on se pose des questions. On peut en faire l'économie en termes de mètres carrés, et là, on est plus efficace. Surtout en région parisienne, et d'autres centres d'affaires qui sont très chers. Oui. Surtout, ça coûte cher, en effet. Et puis, on réinvente aussi l'espace de travail en fonction de ce que les gens viennent y faire. Ils peuvent se réunir, ils peuvent travailler depuis un bureau fixe, ils peuvent devoir brainstormer, réfléchir dans des salles prévues à cet effet. Et puis, en effet, on a une génération Y qui vient et qui n'a pas forcément envie qu'on lui attribue un bureau fermé dans lequel on va être toute la journée assis. Et encore moins un open space peut-être. Alors aussi l'open space peut être favorable, mais par contre on peut avoir envie de faire une réunion pendant 2 heures à la cafette au 8e parce que l'endroit est sympa. On y travaille tout aussi bien et pourtant on le fait dans des conditions différentes, quoi. Et puis le dernier facteur qui fait évoluer l'organisation du travail, c'est aussi le métier. Les métiers s'emparent des solutions mobiles, s'emparent des technologies mobiles, et là, ils voient des facteurs d'efficacité supplémentaires. Donc, tout ça fait que l'organisation du travail évolue. Alors, évidemment, la génération Y, elle exacerbe un peu toutes ces tendances. Elle arrive avec un mindset, un état d'esprit différent. Elle est mobile first. Montrer un vieux poste téléphonique à cadran, ce qu'on appelait un S63, à un jeune de la génération Z, vous allez voir ce que ressent une poule devant un couteau, quoi. Ils regardent le fil, ils disent c'est quoi ça. Ils font un bond, ils arrivent avec des usages, des pratiques qui viennent percuter en effet le mode de fonctionnement de l'entreprise. Donc ça exacerbe. Par contre, l'organisation du travail, elle a commencé déjà à évoluer. Mais c'est vrai qu'elle imprime une nouvelle tendance, c'est cette génération Y ou cette génération Z, et il y a un phénomène accélérateur justement sur comment on repense l'organisation du travail. Alors cette façon nouvelle d'appréhender le travail bouleverse un certain nombre de codes et d'habitudes. Elle rend même caduques certaines dispositions habituelles des contrats de travail, parce que ce qui fait le contrat de travail, c'est le lieu, les horaires, les moyens mis à disposition. Ça fait partie de toute trame de contrat de travail habituel. Est-ce que côté RH, ces évolutions de la manière de travailler suivent? Et je pose la question de manière ouverte. Quelle est votre expérience? Quel est le retour que vous avez de ce type de pratique? Bonjour. Donc nous, on a mis en effet, alors chez nous, depuis un certain temps, pas de limite sur les vacances. C'est-à-dire que les gens sont responsables de projets finalement, et c'est indépendant des vacances. Donc s'ils veulent partir, ils partent en vacances. Et je sens que vous allez recevoir des CV là, dans les vacances. Moi-même, j'en prends plus que 5 semaines. Donc, voilà, donc les gens dans la société prennent les vacances au fur et à mesure des projets, au fur et à mesure de leurs besoins. Et finalement, c'est vrai que ça vient... il est compliqué de dire tu peux travailler de chez toi et tu as des semaines de vacances imposées. C'est complètement antinomique. Donc, alors, au niveau législatif, c'est un peu limite. C'est un peu la question, comment on contractualise ça? Parce qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, à un moment, il faut un contrat de travail. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève tous les mois 2,5 de congés. Le cadre classique. Voilà. Tous les mois, il a ça de moins, c'est-à-dire qu'il arrive à 0, mais entre les deux, il a pris peut-être 6 semaines, 8 semaines, peut-être que 3, voilà, suivant les projets, suivant son envie.
suivant ses besoins. Il est seul, il est marié, il a 2 enfants. Voilà, voilà. Il va s'organiser comme il veut, mais en effet, il y a un changement de culture autour du temps, c'est clair. Et vos collaborateurs les prennent ces vacances? Il y en a qui prennent 6 semaines parce que ce qu'on voit beaucoup dans la pratique dans des boîtes high-tech et surtout celles qui se portent bien, qui ont un bon carnet de commandes, c'est que les gens n'ont même pas le temps de prendre leur congé parce parfois ils sont sur des projets, ils sont passionnés par ce qu'ils font et ils donnent peut-être davantage d'importance à certains moments de leur vie au fait d'être à fond sur le projet que sur le fait de partir en vacances. Le fait est, c'est que je ne les suis pas quand ils prennent des congés, donc je ne sais pas, mais j'ai l'impression en effet qu'ils en prennent assez. En tout cas, ils les prennent quand ils ont envie de les prendre. Donc voilà, il n'y a pas de flicage à ce niveau-là. Jean-Luc Valigeau, un commentaire là-dessus? Le problème, c'est que Fabrice, il met la barre assez haut, là, quand même. Bon, pour tous mes collègues d'Orange, ce qui se passe ici reste ici. Hein. Non, alors non. Le côté congé, non, on reste quand même assez normé. Par contre, c'est clair que le télétravail fait partie maintenant des dispositions qui sont au sein de l'entreprise, qui sont complètement... le télétravail est complètement accepté. Et on a même développé une application où on facilite le workflow de demande de télétravail entre le manager et le collaborateur, parce qu'il faut quand même juste que ça se fasse dans un cadre qui soit maîtrisé. Et puis, il y a aussi des raisons, des histoires d'assurance, etc., de couverture. Mais c'est vrai que le télétravail s'est installé. C'est installé dans les modes de fonctionnement et on le pratique assez régulièrement et c'est assez fluide. Mais l'exemple du télétravail ou l'exemple de Fabrice pose la question de la responsabilisation des collaborateurs au sein de l'entreprise. Et c'est aussi un peu ça que favorise la mobilité, c'est qu'on leur donne des outils où ils peuvent travailler de n'importe où. Et puis dans le même temps, on les rend responsables de leur propre activité et de l'atteinte de leurs objectifs. Et je crois que c'est quelque chose qui est assez compatible. On parlait tout à l'heure de la génération Y, la génération Z. Ce sont des générations qui ont un rapport au temps de travail qui n'est pas le même que celui des générations passées. Ils vont avoir un rapport au temps de travail qui va être beaucoup plus fractionné. La journée va commencer, elle va s'arrêter, on va faire quelque chose de plus personnel, on va redémarrer, elle va peut-être se terminer un peu tard le soir, après s'être occupé des enfants. Elle peut se faire à la maison, elle peut se faire au bureau, elle peut se faire un peu de n'importe où. Donc c'est vrai qu'on voit cette tendance. Après, dans un grand groupe comme Orange, on va avoir des dispositions qui ne vont pas pouvoir être aussi flexibles que dans une PME. Mais en tout cas, cette tendance-là, oui, on la voit aussi chez nous. Alors Laurent Alaguero, vous faites justement, c'est peut-être le moment d'expliquer un petit peu votre outil, parce que vous faites un outil qui sert aussi à cela. Quelle est votre vision là-dessus? Et peut-être un petit mot sur Auxence, que tout le monde ne connaît pas forcément. C'est une jeune société. Bonjour. Non, je pense qu'Auxence n'est pas encore très connu. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on permet au smartphone de devenir le poste de travail unique d'une personne, que ce soit à usage personnel ou dans le monde professionnel. Et donc, effectivement, du fait de ce concept, on ouvre la productivité un petit peu n'importe où. Donc, effectivement, que ce soit au travail, en déplacement, pendant le déplacement, ou chez soi, ou au boulot, en deskless, en fait, tout usage. Du coup, effectivement, se pose la question. Alors, en termes de législation, contrat de travail, je ne suis pas très doué. Mais il me semble effectivement qu'il y a un petit retard juridique sur le sujet. Parce qu'il y a pas mal de trous en fait dans la raquette du contrat de travail pour ce qui concerne effectivement le travail qui est fait peut-être après 22 heures et coucher les enfants, etc. Donc je sais qu'il y a eu quelques dispositions qui ont été prises récemment sur le droit au non-travail, droit à la coupure, droit à la déconnexion. Oui. Voilà, droit à la déconnexion. Donc il y a des moyens aujourd'hui technologiques de permettre effectivement de forcer même cette déconnexion. Bon, je ne l'ai pas encore vu beaucoup déployer, mais c'est vrai que du coup, faut s'adapter avec nos nouveaux temps et notre nouvelle façon fractionnée de travailler. Et donc, voilà, avec le mobile, c'est vrai que c'est un sujet, si ça devient le PC, qu'il faut maîtriser, qu'il faut savoir encadrer, savoir même se responsabiliser soi-même, à savoir se déconnecter. Alors, est-ce qu'en termes de tranche d'âge, de type de fonction, est-ce que tout le monde suit cette forme de travail
Est-ce qu'on verra demain, je sais qu'on prend toujours l'exemple de la compta comme étant peut-être la fonction la plus sédentaire, et mon commentaire n'est nullement péjoratif vis-à-vis de cette fonction, mais est-ce que ça concerne tout le monde, cette manière de pouvoir travailler n'importe où, d'avoir des journées un peu peut-être déstructurées par rapport à la journée traditionnelle qu'on peut avoir? Donc fracture de fonction, fracture d'âge, ou est-ce que c'est plutôt le fait, comme on disait en tout début de la question, des plutôt jeunes générations? Alors, est-ce que tout le monde suit? Je dirais que dans le temps, tout le monde va devoir suivre parce qu'il y a quand même des enjeux importants au niveau de l'entreprise. On a parlé d'enjeux d'efficacité opérationnelle. Évidemment, les enjeux d'efficacité opérationnelle aujourd'hui, on les voit surtout sur les fonctions qui sont les plus en mobilité. Donc on pense tout de suite aux directions techniques, aux directions commerciales, enfin des personnes qui sont très très nomades, voire 100% du temps nomades. Donc évidemment, elles basculent plus vite. C'est elles qui tirent aujourd'hui la transformation. Donc il y a un enjeu d'efficacité opérationnelle. Il y a aussi un enjeu d'efficacité financière pour l'entreprise. On a parlé tout à l'heure de l'optimisation des mètres carrés. Le bien-être au travail, la nécessité aussi d'attirer les talents et de les retenir, c'est aussi important. Donc tout ça fait que l'entreprise est dans une dynamique où tout le monde va devoir suivre. Après, tout le monde ne suit pas forcément au même rythme. Et suivant la taille de l'entreprise, ces transformations, elles doivent être accompagnées. Elles doivent être accompagnées par les RH, avec un dialogue préalable avec les instances représentatives du personnel, parce que quand on touche aux façons de travailler, c'est important de le faire avec les partenaires sociaux, parce qu'ils sont ambassadeurs et ils peuvent être aussi accompagnateurs de la démarche, c'est très très important. Enfin, sinon on les retrouve contre nous, hein, donc c'est important. Puis les collaborateurs, c'est pareil, il faut aussi les accompagner. Alors, je sais qu'une application, elle doit être intuitive et normalement elle ne nécessite pas d'accompagnement au changement, mais quand on parle de transformer les façons de faire, là où avant on remplissait un papier, demain on le fait sur un smartphone, ça change la façon de travailler et ça change aussi la façon de manager celui qui travaille. Donc voilà, tout ça pour dire que tout le monde va devoir suivre, mais pas forcément au même rythme. Et puis il y a des métiers qui vont être plus en avance que d'autres. Maintenant, l'entreprise, ce qu'on voit, c'est que on voit pas les PME devant ou les moyennes et grandes entreprises derrière ou l'inverse. L'année dernière, on a travaillé sur la transformation digitale d'une société de bûcheronnage. Donc les bûcherons, au lieu de remplir des formulaires papier, saisissent maintenant sur leur smartphone le nombre d'arbres qui sont coupés, etc., etc., qui auraient pensé qu'on digitaliserait le process métier de bûcheron. Bon, voilà, ça avance. Fabrice et moi, on parlait tout à l'heure, juste avant de démarrer la conférence, d'une autre société qui est spécialisée dans la fonderie, tu pourras en parler. C'est pareil, c'est une PME. Donc, secteur d'activité, métier, je dirais que tout le monde avance. En tout cas, il y a un triptyque qui se vérifie à chaque fois. C'est la nécessité de faire avancer en même temps le métier, la RH et la DSI. Ces trois fonctions doivent avancer en même temps si on veut réussir les projets de transformation. Alors là, je parle des grandes entreprises, évidemment, dans les PME, c'est un petit peu différent. Mais voilà, il n'y a pas forcément de saut générationnel. Il y a un moment plutôt des métiers qui évoluent ou des processus qui se dématérialisent. Et ces processus peuvent toucher plusieurs métiers dans l'entreprise ou plusieurs personnes au sein d'un métier. Alors, est-ce que cette approche Digital Workspace, est-ce qu'elle supprime la frontière entre le poste fixe et le terminal mobile? Peut-être, Laurent, est-ce que c'était la réflexion qui a donné naissance à votre offre? La première réflexion a été plutôt de faire converger en fait, les usages informatiques vers un seul appareil. Parce que le problème de l'hétérogénéité des environnements, en fait, quand on peut avoir un smartphone Android, un PC sur Windows et puis une tablette sur iPad, enfin un iPad, c'est très compliqué de faire synchroniser tout ce beau monde en termes de données, d'applications, etc. Donc l'idée était au départ plutôt de faire converger les usages vers un seul appareil. Et le plus petit dénominateur commun, c'était le smartphone. Alors, quand on a pensé à ça chez Oxens, en fait, il y a à peu près 4-5 ans, les téléphones étaient encore assez peu puissants, donc on se débrouillait un petit peu à faire rentrer tout ça là-dedans. Aujourd'hui, c'est plus du tout un problème. Même sur des téléphones à 200-250 euros, on arrive très bien à faire tout tenir. Du coup, aujourd'hui, de notre fenêtre, le poste n'a pas à être fixe ou mobile, en fait. Le poste, si on considère que c'est le smartphone qui est le point d'entrée unique,
on en fait ce qu'on veut. Et c'est plutôt les périphériques qui sont autour, l'environnement utilisateur qu'on va créer autour, avec des stations d'accueil plus ou moins fixes, plus ou moins mobiles, avec des écrans sur lesquels on va pouvoir se connecter de façon plus ou moins facile, qui va créer l'environnement de travail. Donc on ne se pose pas la question de savoir si le device est mobile ou pas, il l'est. Et puis par contre, l'environnement de travail, lui, il peut être plus ou moins mobile. Jean-Luc Valéjot, avec la vision qui est la vôtre dans la partie connectivité de votre métier, parce qu'on ne fait pas que ça, loin de là, vous êtes plutôt un intégrateur, mais sur la partie connectivité, avant on avait un poste fixe qui était branché sur une prise RJ45 et puis un poste mobile ou des postes mobiles. Est-ce que cette différence, cette frontière va s'estomper? Est-ce qu'on va vers un poste, une connectivité unique déjà Alors, en fait, oui, on voit une tendance. Enfin, moi, déjà, personnellement, j'ai fait l'expérience il y a 2 ans. Au mois de janvier, ça m'a pris. Je me suis dit, tiens, je vais débrancher mon poste fixe. Parce que déjà, il sonnait rarement. Donc, quand il sonnait, il me faisait peur. Je me suis dit, tiens, qui est-ce qui m'appelle sur le coup et en fait, ça se passe bien. Hein. Depuis 2 ans, tout le monde arrive à me joindre. En fait, c'est vrai que. Alors, on est peut-être un petit peu déformé, nous, Orange, mais c'est vrai que l'essentiel des communications, enfin, les communications personnelles et professionnelles, on les reçoit sur le mobile. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Mais ça se vérifie aussi chez certains de nos clients. Je vous parlais tout à l'heure de clients qui déployaient des concepts de smart workplace, c'est-à-dire des nouveaux concepts où l'espace de travail, finalement, on n'a plus une position attribuée. En fonction de ce qu'on a à faire, on s'installe où on a à s'installer. Chez ces clients-là, on ne déploie plus de postes fixes en dehors, de pieuvres dans les salles de réunion, et tout le reste se passe sur un mobile. On a aussi des cas clients aujourd'hui qui remplacent leur bon vieux DECT, leur téléphone mobile indoor, par des smartphones. Et c'est l'occasion d'installer dessus des applications métiers. Donc on voit cette tendance, en effet. Alors ma question était peut-être même un peu plus sur les applis, sur la data. C'est vrai que la voix, c'est vrai que... Oui, mais la voix, c'est déjà un shift enfin, on commence à le voir. Jusqu'à présent, on ne le voyait pas tant que ça, mais on commence à voir de plus en plus de clients qui ne donnent à leurs collaborateurs plus qu'un seul téléphone mobile et qui suppriment le fixe. D'accord. Alors, je reviens vers vous, Laurent Alaguero. Effectivement, il y a quelques années, les réseaux mobiles n'étaient pas assez rapides, les terminaux n'étaient pas assez puissants. On utilisait des applications de type Citrix pour compresser les données, pouvoir accéder à distance aux applications métiers. Aujourd'hui, est-ce que toutes les briques sont réunies, de votre point de vue, pour faire du smartphone le poste unique de travail, et y compris donc le smartphone, je ne dirais pas d'entrée de gamme, mais de moyenne gamme, sans que ce soit le terminal à 800 € et plus. Aujourd'hui, vous y arrivez bien? Aujourd'hui, on est à la phase de plus que de concept, on est à la phase de prototypage, donc on est bientôt sur le marché. Aujourd'hui, en fait, le téléphone n'est plus tellement un handicap pour nous, effectivement, en termes de puissance, de mémoire, de stockage, de connectivité. Le déploiement de la 5G, forcément, aidera encore plus à avoir plus de puissance, plus de data partagée, parce que la 5G pour soi, tout seul, la 4G est déjà pas mal. Mais par contre, porter la 5G sur un environnement de travail ou là où on va être plusieurs, partager une connexion, évidemment, ça ne peut qu'aider. Donc le smartphone en tant que device, lui, commence à avoir la puissance nécessaire à faire ce qu'on veut. Par contre, le smartphone en lui-même n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut lui donner un environnement utilisateur qui soit tout à fait utilisable, confortable d'usage, et le moins loin finalement de ce qu'on a l'habitude de faire avec un PC traditionnel. Donc ce qu'il nous faut avec le smartphone, c'est déjà pouvoir se connecter à un écran, en filaire ou sans fil, et avoir une interface utilisateur tout à fait commune, j'ai envie de dire, où l'on n'a pas obligé de réinventer la roue, de redécouvrir comment utiliser un menu démarrer, un raccourci, une fenêtre, la redimensionner, etc. Donc en fait, il faut déjà donc, un environnement utilisateur, un desktop simple. Ensuite, il lui faut un environnement physique. Donc cet environnement physique, aujourd'hui, il est naissant. C'est ce qu'on appelle maintenant des lapdocs. Donc on n'appelle plus ça des laptops pour l'ordinateur portable, mais des lapdocs, c'est-à-dire des stations d'accueil en fait portables au format laptop, mais qui n'en sont plus en fait, qui n'embarquent pas de puissance ni rien. Ce ne sont que des claviers et des écrans. Une batterie pour recharger le téléphone, c'est encore mieux. Mais ça peut être aussi des petites stations d'accueil comme le fait Samsung avec le DeX. Et on a même aujourd'hui sur Amazon n'importe quel dongle à 25 € qui embarque HDMI, USB pour connecter un clavier et une souris. Donc il y a un petit écosystème qui est naissant. Les téléphones eux-mêmes, les smartphones eux-mêmes n'embarquent pas toutes les dernières technologies de connectivité, notamment pour tout ce qui est audio-vidéo. Donc là, on est sur des technologies naissantes que Qualcomm embarque depuis un petit moment, mais que les équipementiers ont
on met petit à petit dans les téléphones, ça s'appelle le DisplayPort, qui permet d'avoir à la fois la recharge, la connectivité USB et l'audio et la vidéo. Et en dernier lieu, en fait, et c'est ce pourquoi, si vous passez nous voir sur notre stand, on fait des démonstrations de tout ce qui est la connectivité à l'entreprise, aux applications métiers d'entreprise, parce qu'avec un téléphone, on va utiliser les applications mobiles, on va utiliser les applications qui sont sur Internet, même sur un écran plus grand. Par contre, c'est plus difficile de te faire tourner Sage, AS400 ou je ne sais quoi sur le téléphone. Donc là, en fait, on va plutôt faire de la virtualisation d'applications et on le fait plutôt par des technologies innovantes, plutôt dans le HTML. Donc là, on a un partenariat aujourd'hui avec la société Awingu, qui est une société belge et qui nous permet en fait, de faire cette virtualisation des applications dans un navigateur. Et nous, on intègre complètement cette vue de façon transparente, c'est-à-dire que la personne qui a son téléphone et qui lance notre interface utilisateur, Oxy pour la nommer, a déjà dans son menu démarrer en fait l'ensemble des applications qu'elle a à disposition dans l'entreprise, le filer avec, et du coup elle peut lancer les applications en cliquant sur un icône sur son bureau ou dans son menu démarrer, et elle va avoir son Sage ou son AS400 ou la vraie suite Office 2016 qui va s'afficher sur son écran. Donc l'environnement physique matériel est naissant, il n'y a pas encore vraiment de grands leaders sur le sujet. Samsung avance de son côté seul. Nous, on y avance avec les autres. Et donc, du coup, voilà, je pense qu'effectivement, c'est naissant et que l'écosystème complet va arriver dans quelques années, mois ou années. Alors la question du poste de travail mobile, unique ou pas d'ailleurs, amène tout de suite derrière la question du choix du terminal, qui choisit, du statut de possession de terminal. Alors qui choisit? Est-ce le collaborateur? Est-ce l'entreprise? Est-ce que cette question qu'on a eue plusieurs années de suite et qu'on a débattu ici, du BYOD versus COP, l'acronyme du Bring Your Own Device ou du COP, le terminal choisi par le collaborateur mais acheté par l'entreprise, est-ce que cette question est tranchée ou est-ce qu'elle fait toujours débat? Donc qui choisit le terminal? Fabius Jarry? Donc là, mais c'est comme beaucoup, disons qu'un choix de la direction. Quand en effet chez Nomalis, nos clients nous disent mais Fabrice, qu'est-ce qu'on doit prendre comme terminal? J'ai toujours la même réponse, c'est ça dépend de la taille des mains du collaborateur, la qualité des yeux, ça dépend de beaucoup de choses finalement, parce que un téléphone 4 pouces et demi peut être énorme si on a des toutes petites mains, finalement il faut peut-être 2 mains, enfin bon. Donc en effet le mieux déjà pour la taille, ce serait que ce soit le collaborateur qui choisisse. Est-ce que je dois prendre en effet un plus de 7 pouces? Est-ce que bon, c'est très très dépendant du collaborateur, de ce qu'il a envie, de son âge, ouais, je vous disais la taille des mains qui fait en effet. Est-ce que le pouce peut aller dans tout l'écran? C'est vraiment la limite. Est-ce que je dois mettre 2 mains pour aller en haut à droite de l'écran? Enfin voilà. Jean-Luc a des très grandes mains, un 6 pouces, il le tient avec une main. Voilà, mais c'est ça, c'est très finalement, c'est l'équipier qui devrait choisir lui-même son téléphone. Bon. Donc si on a des petites mains et qu'on voit pas très bien, on est mal barré, quoi. Et on aura un BlackBerry, un torche. D'accord. Mais cela dit, tous les constructeurs maintenant, parce qu'on a des grands téléphones, donc ils ont tous la possibilité d'affichage en moitié d'écran, enfin de rendre la chose accessible aux petites mains. Alors la question qui vient tout de suite derrière, est-ce que le terminal redevient un objet? Il y a un sujet statutaire à partir du moment où on va donner le choix. Comment se régule cette question, Jean-Luc Valéjo? Ce qui a beaucoup changé, hein, quand on se projette 10 ans en arrière, c'était très très statutaire. Aujourd'hui, on s'est beaucoup plus adapté au profil de l'utilisateur, à ses attentes, à ses exigences, à son métier. Et donc, tout ce que décrivait Fabrice aujourd'hui est une réalité dans les entreprises. Évidemment, on a toujours un certain nombre de terminaux qui sont des terminaux très haut de gamme qui peuvent relever du statutaire. Cependant, on commence à voir dans certaines entreprises la possibilité de choisir, de déroger à ce qui nous est proposé en fonction de son poste. Mais à partir de là, on choisit aussi de payer le supplément. Donc on partage la dépense entre l'entreprise et l'employé. Si l'employé veut passer au modèle au-dessus, il peut, mais par contre, il faut qu'il paye la différence, et puis au bout d'un certain temps, le terminal lui appartient. Ça, c'est ce qu'on commence à voir dans les grandes entreprises. Mais c'est vrai que la tendance, elle est beaucoup plus maintenant à adapter le terminal au profil et au métier du collaborateur.
Alors, sur la question terminal unique, qu'en est-il du côté applicatif? Est-ce qu'on est aujourd'hui totalement prêt à franchir le pas du smartphone terminal unique? Est-ce qu'on peut aujourd'hui accéder aux applicatifs métiers et interagir avec eux avec la même performance et la même complétude fonctionnelle, Fabrice Jarry, ou pas encore? Oui. Alors, Merci. oui, oui. Oui et non. Je dirais que c'est à peu près la même réponse que j'ai depuis 2009, lorsqu'on a créé Nomalis. Il y a des choses, je dirais, qui dépendent de la taille de l'écran, hein, toujours. Je dirais que la limite pour un commercial, c'est celui qui est quand même le plus nomade. Alors, pas parce qu'il n'est pas forcément plus nomade, mais en tout cas, on lui a donné le statut de nomade. Bon, il est plus nomade, mais en tout cas, il s'en sert bien. C'est vraiment le devis. Voilà. Le devis, c'est toujours un petit peu la limite. C'est souvent très complexe. Et d'être assis devant un PC, un clavier, une souris, c'est quand même beaucoup plus confortable que d'être dans la rue à tenir son portable dans une main et de l'autre son parapluie s'il pleut. Donc il y a toujours certaines limites, mais qui sont plus techniques, hein, parce que alors Nomalis, nous, on se connecte au système d'information, hein, et on le met à disposition. C'est vraiment l'idée du big data jusqu'au human data. Donc on va se connecter aussi bien à AS400 qu'à SAP, par exemple, hein, qui sont souvent des systèmes qui ont énormément de données. Donc on va donner accès, on va mettre à disposition toutes ces informations. Mais en termes, donc, en consommation d'informations, il n'y a pas de limite aujourd'hui. Parce que quand je vois mes enfants regarder des films sur un écran 4 pouces, je me dis, bon, il n'y a pas de limite. Mais en termes de production, c'est là où on sera en effet limité dans une complexité qui ne sera pas forcément adaptée à un écran 4-5 pouces. Hein, en effet, on voudra peut-être le mettre sur un écran plus grand ou aller à l'origine de la donnée et de l'application. Ça peut être la tablette aussi, c'est pas que le smartphone. La tablette, enfin, pour moi, la tablette n'existe plus. Il y a tablette et tablette, effectivement. Ouais. Alors la tablette en tant que telle, je lisais un de mes posts en 2013 qui disait la tablette est morte. Et aujourd'hui, hein, on sait que Microsoft appelle sa Surface maintenant un PC et non plus tablette. Donc la tablette en tant que telle n'existe pas vraiment, n'a jamais vraiment existé. Maintenant, on leur met un clavier, une souris. Et bon, finalement, c'est des PC avec un clavier détachable. Mais oui, alors la différence entre smartphone et PC portable, ou tablette PC portable, c'est la position finalement. Smartphone, je peux être debout, le reste, je suis quand même mieux assis. Donc finalement, pour faire les choses compliquées, quand même mieux d'être assis et d'avoir une souris. Et parfois, il y a des opérations de création, de production qui méritent d'être assis. Donc il y a des process qui ne peuvent pas encore se faire en totale mobilité. Voilà. En tout cas, c'est... Laurent Alaguero, vous avez évoqué tout à l'heure le cas de constructeurs tels que Samsung ou Huawei qui ont cette démarche d'apporter un environnement d'accessoires qui permettent effectivement de connecter son smartphone à un clavier, à un écran pour en faire un poste de travail complet. Ils tentent, il y en a eu d'autres avant, c'est une démarche qui est tentée depuis plusieurs années, ça ne rencontre pas un succès délirant. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez réussir mieux? Là, vous avez, quand on parle de Samsung et sa puissance financière et marketing, One Huawei qui a la même puissance, qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez réussir mieux? Et Microsoft avant, hein, avec Windows 10 Continuum. Effectivement, oui. Ce qui ne les a pas empêchés de se rater complètement sur le sujet. Donc en fait, il ne suffit pas d'être gros pour réussir, a priori. Sinon, je pense qu'il y en aurait 2-3 effectivement qui auraient déjà réussi. Je pense que le vrai sujet, c'est, vous disiez tout à l'heure, je n'ai pas noté, j'aurais dû noter, mais vous avez dit poste de travail complet, je crois, c'est ça, à propos du Samsung Dex par exemple. Mais je pense que c'est ce qui manque en fait, c'est cette complétude, si je puis dire. Aujourd'hui concrètement, un smartphone Android qui devient PC, et si on s'arrête à ça, c'est pas un PC. C'est pas un PC parce qu'il manque toutes les applications dont on a besoin dans l'entreprise et qui sont bien trop allégées sur le seul smartphone. Donc en fait, le smartphone PC est un outil d'appoint qui peut être utilisé effectivement par un certain nombre d'utilisateurs, de collaborateurs dans une entreprise
Je sais qu'il y a eu des exemples dans des sociétés de parking, par exemple, ou de gardiennage, où on a un smartphone qui fait PC et où le besoin est minimum avec une application métier. On rejoint un petit peu l'usage tablette dans ce cas-là avec le mode kiosque et une ou deux applications dessus. Donc en fait, à mon humble avis, ce qui manque, c'est effectivement qu'on ait l'accès complet au système d'information de l'entreprise. Et c'est pour ça que ce qu'on fait avec Awingo aujourd'hui, c'est de proposer une solution complète. Et quand on utilise son smartphone comme PC, le but, c'est pas juste de se rendre heureux d'avoir un seul device et c'est son smartphone, mais c'est d'en avoir un usage complet. C'est-à-dire que le smartphone, après, je crois qu'on en parle un petit peu après, mais il a un certain nombre d'avantages sur l'ensemble des autres devices, et qui, lorsque lui-même est devenu l'unité centrale, le computer unique, je pense qu'effectivement, on redécouvre une façon de l'utiliser comme PC. Mais effectivement, il faut que l'accès à l'ensemble des applications dont on a besoin soit possible. Sinon, ce n'est pas un PC. Alors, est-ce que cette nouvelle entre guillemets, notion et organisation de digital workspace ne rebat pas quelque part les cartes et le rôle de chaque acteur dans l'écosystème qui porte ses offres auprès des entreprises? Est-ce que, Jean-Luc, pour vous, par exemple, ça remet un petit peu en question la manière qu'Orange Business Services a de faire face à ce marché et à cette demande-là? Alors oui, fondamentalement oui, parce qu'on est... Pour répondre à cette nouvelle demande de nos clients, on y voit aussi une opportunité, donc on doit se transformer. Par contre, ça n'enlève pas l'importance de notre métier premier, qui est d'être un opérateur, puisque tout ce qu'on vient de se raconter avant n'existe pas si on n'a pas de réseau. Alors, on peut avoir un réseau, c'est bien, mais il faut que ce réseau fonctionne, qu'il soit de qualité, qu'il soit disponible partout, de façon permanente, et qu'il offre le bon débit au bon moment. Donc ça, c'est des investissements qui restent lourds pour nous, parce que le métier d'opérateur, c'est avant tout un métier d'investisseur. Et d'ailleurs, ça paye, puisque je crois que ce matin, on a encore été qualifié pour la 8e fois consécutive numéro 1 par l'ARCEP. Et on le considère comme étant un asset stratégique fort, parce que sans réseau, tout ce dont on vient de se parler n'existe pas. Vous étiez numéro 1 sur... Est-ce qu'il y a une centaine de critères à peu près Alors, j'ai pas tout le détail j'ai juste eu la news que ce matin, on était encore qualifié numéro 1. Je ne sais pas sur combien de critères, mais non, en tout cas, je sais chambre parce qu'effectivement, il y a 100 critères, donc tout le monde est premier quelque part à l'ARCEP. Pour le coup, c'est l'ARCEP qui le dit, donc pour le coup, on est vrai numéro 1. Après, derrière, évidemment, on peut isoler les critères les uns par rapport aux autres et puis trouver des différences, mais globalement, pour la 8e année consécutive, on est qualifié numéro 1. Donc. Mais ça, c'est juste la traduction ou la conséquence ou le résultat des investissements qu'on fait tous les ans sur le réseau. Donc ça ne change pas notre métier de base. Par contre, et pour ce qui concerne le monde entreprise, dans la mesure où on voit là une opportunité, nous, d'aller plus loin pour accompagner nos clients dans leur transformation, il est clair qu'on doit élargir notre portefeuille pour pouvoir justement leur proposer des solutions de bout en bout. Alors, ça passe par ce dont on vient de se parler, le digital workspace, mais en fait, il y a un but derrière, c'est que on considère que aujourd'hui et encore plus demain, la donnée est et sera la nouvelle richesse des entreprises. Et donc, la collecter efficacement sur le terrain avec une solution dite de digital workspace, c'est-à-dire un smartphone sécurisé, piloté par une solution de device management avec un bon set d'applications métiers qui va permettre de digitaliser, dématérialiser les processus et tous les services qu'on va pouvoir mettre autour pour aider les entreprises à le déployer efficacement. Ça, c'est un premier item important et ça nous fait sortir de nos bases. On va plus loin que notre métier d'opérateur. Donc, on propose ces solutions-là. Mais après, cette donnée qu'on capte sur le terrain, il faut la transporter, donc avec un réseau de qualité. Il faut la stocker. Et c'est pour ça qu'on a créé une filiale depuis quelques années qui s'appelle Orange Cloud for Business. Il faut la sécuriser, la protéger, parce qu'elle est riche, elle a une richesse pour l'entreprise, mais elle a aussi une richesse pour les hackers. La donnée, ça se revend cher sur le darknet. Donc, c'est pour ça qu'on a créé Orange Cyberdéfense. Et puis, cette donnée, après, derrière, il faut l'analyser pour pouvoir l'exploiter, pour être plus compétitif sur son marché, pour optimiser son organisation interne. Et ça, c'est la raison pour laquelle on a récemment acheté Business et Décision. Donc, voilà. On est sur notre métier de base, mais ce métier de base, on l'étend. On va chercher d'autres éléments sur la chaîne de valeur de manière à proposer à nos clients des solutions globales. Et c'est vrai que l'application métier, celle qu'on va mettre sur le mobile, elle est vraiment au cœur de la captation de la donnée que j'évoquais tout à l'heure.
Et c'est là où on a des partenariats, notamment avec Nomalis, mais sur d'autres domaines aussi. Et je vous invite à découvrir le livre blanc qui a été publié juste hier, hein, sur le sujet des applications métiers. On considère véritablement que c'est la pierre angulaire de ce Digital Workspace. D'accord. Parce qu'à une époque, c'était la connectivité était une porte d'entrée pour ce type de service. Oui. Maintenant, ça n'est une parmi d'autres. Ça peut être la porte d'entrée, ça peut être vous, ça peut être Fabrice Jarry avec les Exactement. services de Malice, ça peut être Laurent Laguerreau avec Auxins. Donc vous n'êtes plus, vous êtes une sorte d'entonnoir un peu obligatoire. À un moment, c'est plus le cas maintenant. Alors, Même s'il faut toujours une connectivité, évidemment. il faudra toujours une connectivité à l'arrivée, c'est sûr. Il faudra toujours une connectivité à l'arrivée. À une époque, c'était la connectivité. Ensuite, ça a été la connectivité et le device. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est l'application. En effet. Alors, on a eu des évolutions de réseaux. Là, aujourd'hui, on est sur un déploiement 4G qui est assez conséquent et on commence déjà à pas mal parler de la 5G qui est déjà en test à plusieurs endroits en France et dans le monde. Qu'est-ce que la 5G pourra apporter de plus, si tant est qu'elle peut apporter quelque chose de plus, au Digital Workspace? Et je vous pose la question à vous prioritairement, donc vision d'opérateur sur la 5G. Alors, on est sur la prospective, là. Hein. Oui, tout à fait, oui, complètement. Mais qui va arriver assez vite. Oui, qui va arriver assez vite. On commence les expérimentations en labo, là, maintenant. Et on démarre aussi des expérimentations opérationnelles dans certaines villes. Ça va se poursuivre jusqu'en 2019. Et on prévoit que commercialement, la 5G arrivera en 2020. C'est à peu près à la même époque, fin d'année 2019, qu'on verra les premiers terminaux des fournisseurs qui seront efficaces en fonctionnement sur la 5G. Donc aujourd'hui, la 5G, quand on réfléchit aux apports, c'est un débit qui est multiplié par 10, hein, un débit 10 fois plus rapide. C'est 100 fois plus d'appareils qu'on peut connecter, c'est une latence qui est réduite à son minimum, et puis c'est aussi ce qu'on appelle du network slicing, c'est-à-dire qu'on peut virtuellement découper le réseau en tranches, et chaque tranche va délivrer une qualité de service différente suivant les usages des clients qui vont se connecter sur ces morceaux. Donc forcément, en termes d'usage autour du Digital Workspace, on va avoir plus de rapidité, pour les applications, la possibilité aussi de véhiculer beaucoup plus d'informations. Ça stimule beaucoup l'usage de la vidéo. On imagine aussi des use cases autour de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. La réalité augmentée pour peut-être rendre plus efficace un technicien sur le terrain face à un item en maintenance qui est peut-être un peu vieillissant. Et on peut avoir en back-office quelqu'un qui le guide en temps réel dans son action en augmentant ce qu'il perçoit devant lui, la réalité virtuelle pour la formation, les vidéos 360 en temps réel dans des phases de vente, les use cases aujourd'hui peuvent être imaginés à l'infini. Et il y a aussi une dimension importante, c'est que la 5G va permettre de connecter donc plus d'appareils, et c'est vraiment le réseau de l'IoT de demain. Et on imagine demain un technicien en maintenance qui arrive sur un site client et son Digital Workspace se met à dialoguer de façon automatique avec les machines. Et les machines peuvent lui remonter là où sont les problèmes des pannes avérées ou des dysfonctionnements qui peuvent arriver. Et on est dans une logique de maintenance proactive et on optimise le travail du technicien. Donc des use cases comme ça, il peut y en avoir plein. Et on est encore dans la prospective pour me répéter. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence déjà à discuter avec des clients sur ces potentiels use cases et on est plus dans une logique de co-innovation. Voilà. Qu'est-ce que la 5G peut nous apporter sur un site industriel pour mon personnel d'intervention, etc. etc. Donc on est au début de l'histoire, mais je crois que en fait, la techno libère l'usage et l'usage va stimuler la techno. Oui, c'est la poule et l'œuf qui se nourrissent mutuellement, qui se génèrent mutuellement plutôt. Fabrice Jarry, je vous invite à rester dans la salle si vous êtes passionné par ce sujet 5G, parce qu'après on a une table ronde sur le sujet et mon collègue Olivier Violent pourra vous en parler beaucoup mieux que moi. Tout à fait. C'est une réflexion. Vous avez, sans vouloir déflorer le sujet de la table ronde qui vient, vous avez commencé à regarder déjà la 5G, Fabrice Jarry, Laurent Laguerreau, pas encore? Nous, on essaie d'être le moins consommateur possible. Comme on est une application professionnelle qui doit être non frustrante, parce que c'est vraiment une ligne de conduite qu'on se fixe, on se dit globalement, Nomalis doit fonctionner s'il n'y a pas du tout de réseau,
s'il y en a un petit peu ou s'il y en a énormément. Alors la 5G, en effet, va nous amener peut-être en effet à avoir des choses plus en temps réel. Aujourd'hui, il y a certains documents qu'on ne précharge pas parce qu'il n'y a pas assez de débit, mais on se restreint à se dire peut-être que je vais avoir qu'un tout petit peu de débit, mais il faut que ça fonctionne quand même. D'accord ? Donc on attend, et en effet, comme disait Jean-Luc, on créera les nouveaux usages avec ce nouveau débit, mais aujourd'hui, on est presque calé sur la 3G, 3G et demi, pour être sûr que nos utilisateurs soient toujours contents et toujours satisfaits. Donc on comprime beaucoup, donc on ramène que les données les plus importantes, et voilà. Une dernière question avant de prendre celle du public. Est-ce que vous voyez des nouveaux business models se dessiner grâce à cette nouvelle connectivité pervasive et permanente ? Jean-Luc Valéjo en a évoqué quelques-uns. Est-ce que vous en voyez de votre côté d'autres qui vous semblent émerger, ou c'est encore trop tôt ? Peut-être un peu tôt. La question, c'est des nouveaux business models liés à ce type de connectivité qu'offrira la 5G. Ce qu'on voit, pour parler de start-up amicales, on a Shadow par exemple qui virtualise le PC en mode plutôt gamer. Il est évident qu'aujourd'hui, pour pouvoir profiter de ce type de techno, il faut être fibré ou détester son fournisseur. Donc du coup, effectivement, je pense que la 5G peut et va forcément amener beaucoup d'éléments de ce côté-là. La 5G, puisqu'on peut connecter de nombreux devices et avec une bande passante énorme, c'est aussi peut-être à terme la disparition de la connexion filaire, du RTC ou de la box à la maison ou dans l'entreprise. On a déjà beaucoup d'associations ou d'entreprises qui, sur des sites avec peu de population, sont plutôt sur des clés 4G, des bornes 4G, que sur du filaire qui a parfois du mal à arriver. Donc en fait, la 5G va forcément pousser aussi dans ce sens, je pense, sur une déconnexion filaire et de plus en plus de connexions sans fil. D'accord. Merci pour cette précision. On a quelques questions sur Slido, des questions, des réflexions. D'ailleurs, je vais vous les livrer dès qu'elles arrivent. C'était au sujet du temps de travail et du télétravail. Dans les entreprises, le frein au télétravail ne vient pas forcément des salariés, mais de l'employeur. Donc, je ne sais pas de réflexion, c'est plus une réflexion. On pourra la commenter tout à l'heure. Le télétravail est source d'économie pour la charge réseau, locaux, etc. Donc effectivement, encore une réflexion, ça fait partie des choses. Alors, quelle différence entre télétravail et travail à distance ? Alors, je pense que je peux répondre aucune, a priori. Donc, oula. Ah, pardon, ton téléphone répond directement. C'est Siri qui s'est mêlé de d'apporter des réponses, donc on lui a rien demandé, mais voilà. Donc, Open Space, pas très compatible avec la multiplication des visioconférences qui nécessitent des bureaux au calme. Donc, là encore une réflexion qui alimente. Et ça va avec ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'organisation de l'espace de travail en fonction de ce qu'on a à y faire, un espace de travail plus intelligent. Si j'ai besoin d'avoir une visioconférence, j'ai un espace où je m'isole pour le faire. Si j'ai besoin de travailler, je peux le faire à un desk. Si j'ai besoin de me réunir, je vais le faire à un autre endroit. C'est cette réorganisation intelligente de l'espace de travail qui est en train de s'installer durablement. Je peux peut-être rebondir juste sur ce sujet, parce qu'effectivement, je parlais tout à l'heure de l'environnement de travail, notamment avec le smartphone et l'environnement physique. Si on parle, il y a des entreprises aujourd'hui d'une cinquantaine ou d'une centaine de collaborateurs dans un même bâtiment qui sont totalement en deskless. Donc en fait, ça veut dire qu'arrivé le matin, on ne retrouve pas son siège avec son bureau. On a juste un certain nombre d'endroits où on peut s'asseoir, qui sont d'ailleurs différents selon les étages. Ça peut être des bancs avec des tables dans un endroit, ça peut être des fauteuils dans l'autre, ça peut être des poufs. Et puis effectivement, on va avoir sans doute presque quasiment autant de salles de réunion que de collaborateurs qui sont laissés vides. Et puis en fait, les gens vont du coup arriver sur un poste de travail possible. Et c'est là où en fait, si on imagine bien ce poste de travail avec plutôt de la station d'accueil, quel que soit son format, au format laptop ou au format écran clavier souris ou n'importe quoi d'autre, un grand écran, etc., on va pouvoir, avec son seul téléphone, qui devient son PC, se connecter dans n'importe quel de ces espaces, soit sur la station d'accueil fixe, soit avec un mobile, un lapdoc, soit dans un salon de vidéoprojection ou de visioconférence. Et donc, du coup, on n'a plus besoin d'avoir un espace attitré, en fait. On a déjà éliminé un peu les petites armoires sur roulettes qu'on avait sous le bureau pour mettre tout le papier, etc. Ça tend à disparaître.
le bureau fixe, c'est-à-dire vraiment la tour avec clavier, écran souris, sur laquelle on vient se positionner tous les jours au même endroit, disparaît dans un certain nombre d'entreprises. Demain, il est probable qu'on on se balade avec son téléphone comme ordinateur et qu'on arrive sur des stations de travail sur lesquelles on se connecte et pour un usage qui est adapté, en fait. Ok. Bien, je crois on a fait un petit peu un bon petit tour. Il y avait une réflexion encore sur Saido qui disait que l'intérêt des tiers-lieux se confronter à d'autres cultures d'entreprise, donc c'est complémentaire à ce qu'on disait. Alors on peut prendre aussi des questions oralement au micro. Alors si vous avez des questions pour nos orateurs, je viendrai avec un petit micro. Une deuxième question peut-être, tout de Oui, suite. voilà, une deuxième question. Oui, la première est toujours la plus dure. Donc, il y en a eu 4 premières. Monsieur, voilà. Alors, si vous voulez bien vous présenter en posant votre question. Bonjour, José Pereira, groupe Engie. Alors, je suis arrivé pendant que vous parliez et ça me parlait d'autant plus qu'au sein de au sein de la tour Engie, siège Engie, on est passé en bureau dynamique flex office complètement. Et effectivement, on peut aller butiner d'étage en étage et s'installer où on veut, aussi bien avec des collègues de la compta, du RH, que du juridique, que du service corp et ainsi de suite. Mais ça passe par un franc accompagnement, parce que le changement de passer d'un bureau simple, fermé, voire à 2, à tout d'un coup la possibilité d'aller à un étage et d'avoir 150 possibilités de lieux de travail ou d'espaces de travail ou de capacités, ça demande effectivement la mise en place d'outils particuliers et une gestion et un accompagnement du personnel plus ou moins long, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins flexibles ou plus ou moins propices au changement et qu'il faut accompagner un peu moins. Et ça se fait aussi à travers du management, une équipe dédiée, un programme avant et ainsi de suite. Donc je rejoins assez ce que vous dites. Il y a un vrai bouleversement, la société du 440, avec GDF Suez. Voilà, c'est un bon témoignage. Donc si vous voulez un jour venir voir dans ce qui se passe dans le bureau, live, je pourrais vous le montrer, il n'y a pas de souci. Merci. Je complète un petit peu le propos parce qu'effectivement, en termes de management, c'est un sujet aussi. On voit avec les sociétés de type Google et autres qu'on arrive avec des limites qu'on veut mettre au management sur cette couche seulement de management, etc. Il y a des concepts d'holocratie en fait, où en fait on ne fonctionne plus en mode hiérarchique pyramidal, mais où on fonctionne par projet. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Donc l'idée aussi effectivement sur ces espaces d'excellence et qui nécessitent en tout cas un accompagnement au changement, c'est sur la responsabilisation personnelle. Quand on travaille par projet, du coup il y a un chef de projet quand même qui va diriger une équipe, mais qui peut-être demain sera participant dans notre projet, qui n'en sera plus le directeur. Et donc la hiérarchie est un petit peu bousculée, puisqu'on fait beaucoup plus de transverse et beaucoup moins de pyramidal. Et tout ce qui est un peu dans ces tendances de deskless, d'holocratie, etc., ça nécessite un accompagnement au changement pour beaucoup. C'est noté. Juste pour compléter, ça ne fonctionne que si tout le monde joue le jeu. Donc au sein de la Engie, même le COMEX, c'est-à-dire que on est dans un scénario classique où vous avez le COMEX qui est au 35e étage sur 36 et qui va redescendre au milieu de la tour pour se retrouver dans un lieu névralgique qui est un hub de transfert d'ascenseurs. Et donc le COMEX va lui-même passer en bureau espace flex dynamique. Donc Isabelle Cocher et tout ce COMEX n'auront plus de bureau attitré tel qu'on peut le connaître ou l'imaginer encore aujourd'hui. Est-ce que ça tient au-delà des premiers 15 jours? Parce que... Alors, juste une petite précision pour suivre le sujet depuis longtemps. Dans les années 90, milieu des années 90, il y avait une première tentative chez Accenture, donc l'immeuble qui fait l'angle des Champs-Élysées à l'époque et d'avenue Georges V. Et effectivement, au début, tout le monde jouait le jeu. Et très vite, les directeurs commençaient à coloniser les petites salles de réunion, à poser des photos de leurs femmes, la plante verte, etc. Ouais, je pense qu'il y a un gros enjeu derrière pour que ça fonctionne de façon durable. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est que les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail cassent ces modèles-là. Et si on veut les attirer et si on veut les retenir, on a intérêt à leur montrer qu'on travaille de façon différente et aussi que ça s'inscrit dans la durée. Sinon, vous ne les gardez pas. Vous ne gardez pas les talents. Je rejoins vos propos, mais retour d'expérience. Donc ça fait déjà 1 an et demi que la tour est en transformation. Donc les derniers étages les derniers occupants en flex vont arriver. Accenture, ils étaient précurseurs, mais ça n'a pas marché parce que la mobilité, les outils digitaux n'étaient pas là.
C'est-à-dire que pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'on puisse prendre son PC et se dire je vais du 13e étage au 34e sans problème et sans perte de connexion. Ça, c'est déjà premièrement. Et ça demande une réelle flexibilité et puis une réelle aussi confiance de la part du middle management qui est souvent le plus résistant. Faut dire les choses, c'est-à-dire le collaborateur qui a évolué en interne, qui a ça y est son bureau avec son nom, sa table de réunion, et donc finalement on n'a plus les échos en se disant bah, viens, on se retrouve dans mon bureau, c'est fini. Mon bureau, c'est fini. C'est bien, on se retrouve dans un bureau ou dans un espace de travail ou au work café, et ainsi de suite. Donc ça change beaucoup de choses. Pas que pour les nouvelles générations, hein, qui sont des meneurs, mais on est surpris de voir aussi comment les autres générations, hein, peut-être un peu plus anciennes, sont confortables dans l'usage même qui est offert. En tout cas, moi, je n'ai rencontré aucun qui me disait « je reviens en arrière ». Merci, on vous invitera à témoigner l'année prochaine sur un refait sujet. Voilà. Alors, avons-nous d'autres questions, mesdames et messieurs? Non. Bon, vous pourrez les poser aux orateurs en sortant si vous le souhaitez. Alors, nous continuons donc sur la 5G. Le prochain sujet, c'est la 5G. Si vous êtes intéressé par la question, restez donc là. Merci de votre présence, de votre attention et merci, messieurs, de votre participation.